c'est comme un ballet, juste les discussions avec le distributeur. C'était à peu près un paragraphe de compliments, à quel point il était heureux d'être avec nous, puis que c'était donc incroyable. Après, il y avait le sujet du jour, puis après, un autre paragraphe de à quel point il était confiant pour l'avenir. Fait que là, je faisais l'effort de faire la même affaire. S'il mettait 4 lignes de compliments, je faisais 4 lignes de compliments, comment j'étais heureux, puis qu'on était content d'être avec eux, ainsi de suite. Puis là, je répondais au fond de la question. Puis ensuite, on repartait avec les compliments, puis l'espoir, puis que ça s'en va bien. Donc, c'est tout un travail de politesse. Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec David Chagnon de l'entreprise Anne-Marie Chagnon, des bijoux contemporains qui ont fait leur place à travers le monde. Nous allons discuter ensemble de leur commercialisation au Japon. Vous allez voir, David a été très généreux dans le cadre de cette discussion. Avant tout, j'aimerais remercier Desjardins, notre partenaire officiel des balados de notre deuxième saison. Je vous souhaite une bonne écoute. Desjardins est fier de présenter Les Exportants, une série balado sur l'exportation réalisée par CQI. Pour des soutiens avec vos services internationaux, visitez desjardins.com/entreprise. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec David Chagnon de l'entreprise Anne-Marie Chagnon. Comment ça va, David? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va bien. C'est toi qui s'occupe du développement là, des exportations pour l'entreprise. Est-ce que c'est bien exact? Oui, tout à fait. Donc, tu es dans l'entreprise depuis 2009, si je ne me trompe pas. La couverture là, des produits d'Anne-Marie Chagnon à l'international est quand même importante. Vous êtes sur plusieurs marchés, puis c'est environ, je crois, 60% de vos ventes qui se font à l'exportation. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de l'entreprise pour situer les gens? Parfait. Donc, on est créateur de bijoux et on fabrique les bijoux. Anne-Marie, qui a fondé l'entreprise il y a maintenant 25 ans, a toujours été une artiste qui a toujours vécu de son travail. Puis, une des choses qu'elle a faites dès le début, c'est fabriquer, créer des bijoux. Les bijoux sont vendus essentiellement au Québec pour commencer, mais très rapidement, quand il y a des gens de l'extérieur qui sont venus voir ce qui se faisait d'intéressant au Québec, ils trouvaient les bijoux Anne-Marie Chagnon intéressants, puis elle s'est mise à exporter. Les premières exportations ont commencé, bien sûr, en Ontario, éventuellement aux États-Unis. Puis, c'est il y a environ donc 10 ans, après 15 ans qu'elle faisait des bijoux, que là, l'entreprise était rendue à peu près à une vingtaine de personnes, qu'elle avait besoin d'aide à la direction générale parce qu'il y avait de plus en plus de travail, de RH, de fabrication des bijoux et de l'exportation, gérer le service à clientèle et ainsi de suite. Puis, elle m'a approché. J'étais à l'époque chez Bombardier Aéronautique, donc dans un département de stratégie et développement des affaires. Puis, ça m'intéressait d'embarquer avec ma sœur. Fait que je suis venu la rejoindre. Puis, je me suis intéressé particulièrement aux exportations pour essayer de faire croître l'entreprise. On a à peu près depuis doublé de taille. Puis, on a fortement augmenté les exportations. Donc, aujourd'hui, on parle d'une 50aine d'employés. Est-ce que c'est bien exact? Pas aujourd'hui. Avant le COVID. Okay. Avant le COVID, on avait 700 détaillants. On a toujours 700 détaillants, mais ils sont beaucoup plus tranquilles. Donc, il a fallu qu'on rétablisse l'entreprise à partir d'un modèle d'affaires où on vendait l'essentiel, à peu près 80% de nos ventes, à des détaillants indépendants qui revendaient les bijoux. Bon, bien sûr, depuis 2 ans, ces détaillants-là sont dans une situation difficile. Il y a eu beaucoup de mesures sanitaires qu'ils ont fait fermer. Ils sont en gestion très serrée de leurs inventaires. Donc là, l'entreprise, quand le COVID est arrivé, c'est un autre sujet, mais bon, il a fallu vraiment, tous nos clients ont dit, moi, je ne pourrais pas payer la commande ou je ne serais pas en mesure d'accepter une nouvelle commande. Donc, vraiment, l'entreprise est arrivée à 0 employé. Puis là, on est en train de reconstruire. Là, présentement, on est 30.
OK, ben, ce n'est que partie remise. Vous étiez en croissance, elle a pris un petit pas de recul, mais là, je suis convaincue que la croissance va s'accélérer rapidement. Est-ce que vos En effet, ventes, oui. est-ce que vos ventes sur le web ont augmenté avec la pandémie? Oui, énormément. On est passé, c'était à peu près 10 de nos ventes avant, pas parce que ça allait pas bien, c'est le secteur qui était en plus forte croissance, mais il reste que l'importance des détaillants indépendants était importante dans notre modèle d'affaires. Là, les ventes Internet sont, bon, pendant la pandémie, c'était rendu 60 Là, ça rediminue au fur et à mesure que les détaillants recommencent à acheter, en termes de proportion de nos ventes, mais en termes d'augmentation, c'est le secteur pour nous qui augmente le plus vite. Vous avez développé le marché du Japon. Aujourd'hui, on se rend compte pour parler de ça, c'est quand même un marché inhabituel. C'est impressionnant. Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de ce développement de marché-là? Oui, tout à fait. Donc, la première étape, ça a été d'entrer en contact avec les agences gouvernementales qui aident les entreprises à exporter. Parmi celles-là, il y a les délégations du Québec à l'étranger. Ces délégations-là du Québec savaient qu'on était intéressé à exporter et quand des gens de l'ambassade canadienne ont dit, il y a un événement, est-ce que vous auriez des entreprises qui pourraient être intéressées? La délégation du Québec nous a mis en contact avec les gens de l'ambassade canadienne. Les gens de l'ambassade canadienne nous ont contactés. On a dit oui, ça nous intéresse. On a envoyé un catalogue, et ainsi de suite. Il y a eu l'événement. Une agence de distribution a signifié son intérêt. Puis, on a commencé à faire les pourparlers pour organiser une rencontre. Le distributeur là, en question venait au Québec, au Canada en fait, à Toronto, dans les mois qui suivaient cet événement-là. Donc, on a organisé une rencontre là-bas, puis on a discuté, commencé à faire les pourparlers, puis ça a été le début de l'entente. Peu après, on commençait à vendre des bijoux par l'entremise de ce distributeur-là. C'était en 2011. Donc, l'événement, si on revient un peu en arrière, c'était une foire commerciale dans le secteur artistique ou c'était des rencontres d'affaires qui se passaient? Est-ce que vous êtes déplacé au Japon à cette époque-là? Non, on ne s'est pas déplacé. C'était une simple ligne à l'eau. Donc, on a envoyé notre matériel, on a envoyé notre catalogue. Nos catalogues, on est un peu de la vieille école, on a des catalogues papier. Donc, c'est assez impressionnant. Mais bon, c'était juste ça, c'était juste voir est-ce qu'il peut avoir un intérêt chez les gens. C'est par la suite qu'il est intéressé. Donc, on n'a pas eu à se déplacer pour cet événement-là. Donc là, ils ont commencé à mettre en marché les produits d'Anne-Marie Chagnon au Japon. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez dû adapter certaines méthodes de commercialisation pour le marché? La première chose qu'il a fallu s'adapter beaucoup, c'est les négociations avec les Japonais. Pour ça, je suis allé chercher de l'aide. Il y avait un traducteur ici et spécialiste de la culture japonaise qui m'a aidé. Il y a la personne de l'ambassade, la déléguée, presque chaque courriel, je lui envoyais avant de la renvoyer à notre distributeur. Donc, il y avait vraiment, j'étais tellement, c'est comme un balai, juste les discussions avec le distributeur. C'était à peu près un paragraphe de compliments, à quel point il était heureux d'être avec nous, puis que c'était donc incroyable. Après, il y avait le sujet du jour, puis après, un autre paragraphe de à quel point il était confiant pour l'avenir. Tout ça. Fait que là, je faisais l'effort de faire la même affaire. S'il mettait 4 lignes de compliments, je faisais 4 lignes de compliments, comment j'étais heureux, puis qu'on était content d'être avec eux, ainsi de suite. Puis là, je répondais au fond de la question. Puis ensuite, on repartait avec les compliments, puis l'espoir, puis que ça s'en va bien. Donc, c'est tout un travail de politesse. En fait, c'est un travail d'apprendre la culture. C'est ça qui était le plus difficile au début. Bien sûr, on mettait le Japon en priorité. D'une part parce qu'on était intéressé à le développer, mais aussi parce que cette culture-là au Japon d'un service total. Et donc, ils doivent avoir confiance que tu es là pour eux, puis que s'il y a quoi que ce soit qui arrive, on va être là. Fait que donc, c'est sûr qu'un courriel du Japon, même si ça me prenait énormément de temps, il n'y avait jamais une réponse en
plus de 24 heures. Ça, c'est la première chose. Tu sais, au Japon, si un train arrive 1 minute en retard, à la gare, ils vont dire « Nous sommes désolés, le train arrive en retard ». Les sirènes, quand il y a une voiture, ça c'est à Tokyo, tu as une sirène, il donne un message qui dit « Nous sommes désolés, s'il vous plaît, cédez le passage, on est désolé de vous déranger à cause de ça », puis pouf, la voiture passe. Il y a vraiment, enfin, fait que, donc dès qu'il y avait quoi que ce soit, même, c'est encore pire s'il y a des « Hey, qu'est-ce qui arrive avec telle affaire? Tu ne m'as pas répondu telle chose. Hey, je suis désolé de te revenir avec ça, mais est-ce que… » Donc ça a été le principal… je dirais la principale difficulté, c'est de comprendre la culture japonaise parce qu'elle est assez particulière. Puis, un des cœurs, là, c'est la politesse qui était importante, enfin, dans cette relation-là. Politesse, puis la personne de l'ambassade disait faut être complètement transparent. Fait que donc, tous nos chiffres, alors que normalement, dans une négociation, il y a un jeu qui est, on ne dit pas nécessairement tout, on ne présente pas toute notre structure de prix, on n'explique pas nos coûts. Là, avec lui, je présentais tout, puis lui, il me présentait tout, puis là, on dit, OK, comment on peut trouver un terrain d'entente qui va vous permettre, vous, de fonctionner, puis qui va nous permettre, nous, de faire nos frais aussi. Fait que ça, c'est les deux caractéristiques, là. C'est une adaptation incroyable. Quand on dit on négocie complètement d'une autre façon, après combien de temps on peut dire que le ballet était plus fluide? Ça a pris à peu près 2 ans. 2 ans où là, les compliments devenaient, au lieu d'être un paragraphe, ça commençait à être une ligne. Puis là, en plus, il y a un peu une habitude. Donc, c'est beaucoup plus facile. Je dirais qu'après la négociation, je faisais plus vérifier, puis je consultais plus la personne à déléguer à l'ambassade. Donc, ça, c'est arrivé assez rapidement. Mais après, là, être capable d'écrire un courriel puis que ça aille vite, ça a pris à peu près 2 ans. OK. Qu'est-ce qui a intéressé cette personne-là au produit d'Anne-Marie Chagnon? Parce que quand même, le Japon, c'est loin. Ils ont beaucoup de choix. Mais je sais que les produits se démarquent pour les connaître, là. Est-ce que c'est ça? C'est l'originalité des produits de ta sœur qui ont fait que vous avez accroché ce mandat-là? Partout où on va, c'est ça qui nous permet de nous distinguer. On a un produit de niche, donc on n'est pas un produit qui s'adresse à tout le monde. Ça rend notre produit plus difficile à vendre, mais ça le rend aussi plus facile à vendre à l'international parce qu'il n'y a pas des concurrents locaux qui font la même chose que nous. Donc, si on avait un produit qui est plus proche d'une commodité en termes de look, dans les bijoux, tout le monde a besoin d'un bijou avec un petit cœur, une petite croix, et ainsi de suite. Ça fait partie, tu sais, les gens qui aiment beaucoup les bijoux vont acheter des bijoux de Marie Chagnon, mais ils vont aussi acheter leurs bijoux de piscine, leurs bijoux de ci, de ça. Mais ces bijoux-là sont difficiles à vendre à l'extérieur parce que partout, tu peux trouver ces classiques-là. Et donc, le fait que le bijou soit un bijou de niche fait qu'il y avait un marché. Maintenant, l'histoire plus particulière du distributeur, c'est qu'eux étaient spécialisés dans des marques canadiennes. Donc, il y avait une certaine habitude à travailler avec le Canada. Il y avait un distributeur en termes de logistique, c'est toujours un enjeu. Donc, eux avaient un broker à Toronto qui leur permettait d'importer tous leurs produits. Il y avait déjà une marque de bijoux basée à Toronto, mais cette marque-là commençait à être, la designer commençait à être plus vieille, fait qu'ils essayaient de penser à l'avenir. Donc, c'est un mélange de tout ça qui a fait qu'eux étaient intéressés à notre marque, puis ils se sont dit, tiens, on va le laisser. Donc, lui, il achetait le produit pour le distribuer dans différentes boutiques au Japon, c'est bien ça? Il avait son réseau de vente. Comment la marque s'est… Comment le marché s'est comporté au Japon au départ? Est-ce que c'était un coup de foudre mutuel ou ça a pris un certain temps? Non, ça prend un certain temps. C'est un long processus de développement. Au Japon, il y a un écosystème commercial qui ressemble en partie à ce qu'on a, mais il y a une particularité, c'est la présence des grands magasins. Donc, dans notre secteur, les grands magasins, on pourrait penser à l'équivalent de l'Abbé, sont très importants. Donc, Takashimaya, Mitsukoshi, ces grands magasins-là
prennent beaucoup de place. Et donc, si tu veux vendre au Japon, tu dois passer par ces magasins-là. Comment ça fonctionne? C'est le distributeur doit appliquer, tenter de faire accepter le produit et essentiellement, les magasins font des foires avec plein de produits, acceptent des produits, ils voient les produits qui se vendent le plus, puis ensuite, ils mettent au calendrier pendant tant de temps, tu vas avoir la possibilité de vendre les produits Anne-Marie Chagnon comme si c'était nos propres produits, là, mais c'est toi et le distributeur qui gérait son inventaire et qui gérait les ventes. Puis ça, c'est un long processus. Puis là, éventuellement, s'ils voient que les ventes sont toujours au rendez-vous, ils donnent de plus en plus de plages horaires et éventuellement, ils donnent de plus en plus de lieux aussi. Ils vont prendre plusieurs détaillants. Puis, si tu gradues, puis ça, c'est arrivé donc l'année dernière, ils te donnent une boutique permanente dans un de leurs grands magasins. Et donc, ça, c'est arrivé en septembre dernier. Pour nous, c'était un grand point parce que ça voulait dire, les bijoux Anne-Marie Chagnon se retrouvent à une place permanente dans un de ces grands magasins-là. Takashimaya, c'est peut-être le plus connu là, au Japon. Bien, ça m'intéresse. Là, la première fois que le produit a été présenté, comment vous avez fait? Est-ce que les étalages ou j'imagine vous aviez un petit coin dans le magasin qui était destiné aux produits d'Anne-Marie Chagnon? Comment ça s'est passé, là? Est-ce que vous avez travaillé ça avec une ferme spécialisée du Japon? Comment? La présence du distributeur change tout. D'une part, ils parlent la langue. D'autre part, ils ont l'équipe parce que c'est leur propre personnel qui est vendu, qui s'occupe des ventes. Et donc, c'est vraiment eux qui s'assurent de respecter toutes les normes quand ils arrivent dans un grand magasin, qui arrivent avec les présentoirs, qui arrivent avec l'inventaire. Donc, ce travail-là se fait vraiment par eux. Notre travail, nous, d'ici, ça a été, exemple, juste avant la pandémie, en 2019, on est allé là-bas. On a fait un événement justement dans ce grand magasin-là. Donc, ça peut-être contribué à avoir un événement permanent. Anne-Marie, on a appelé plein de fans. Donc, il y a plein de gens qui sont venus voir les bijoux. Anne-Marie faisait une carte, une genre de peinture pour chacun des personnes qui venaient voir. Et les gens repartaient avec des bijoux, et ainsi de suite. Donc, cet événement-là a mobilisé beaucoup de gens. Et le fait que la designer du Canada vienne et fasse un événement dans cette boutique-là a sûrement aidé. Est-ce que les personnes qui étaient invitées étaient des personnes d'influence? On invitait les influenceurs, des journalistes. On avait aussi mobilisé une compagnie de relations publiques. Fait que là, quand on a fait notre ouverture, c'est fou, il était 3 personnes, donc un perchiste, fait que ça faisait très haut de gamme. Jet set, haut de gamme, d'avoir comme ça des caméras. Il y avait bien sûr le délégué, à l'époque c'était une déléguée, la déléguée du Québec à Tokyo, mais à l'ouverture c'était c'est le délégué général du Québec qui est venu à l'ouverture. Donc oui, on essaie d'inviter des gens d'envergure. Donc vous avez fait vivre l'expérience Anne-Marie Chagnon aux influenceurs. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce qu'ils en ont parlé par la suite des produits? Oui, on a fait une vidéo, ils ont parlé des produits, mais je vais vous dire, faire du bruit puis faire bouger l'aiguille au Japon, c'était difficile. Pour l'instant, on réussit. On a eu un article justement dans le Weekender. On vient d'avoir cet article-là qui vient de passer. Donc, on réussit à faire des relations publiques là-bas, mais c'est vraiment pas facile. C'est très, très, très concurrentiel. Là. Je ne sais pas si vous avez vu des photos de Tokyo, là, mais c'est comme un peu New York, il y a de la publicité partout. Donc, disons que c'est un écosystème commercial très, très dense. Je voyais dans des marchés comme New York, là, vous avez des influenceurs, vous êtes positionnés dans des musées. Est-ce que c'est un peu comme ça au Japon? Non.
Non, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas arrivé au Japon. Les musées en Amérique du Nord, ça fonctionne vraiment bien. Il y a une quarantaine de musées aux États-Unis, donc des musées d'art, dont la mission, c'est de bien sûr présenter ce qui s'est fait dans le passé, donc parler de l'art, mais aussi dans leur boutique, montrer c'est quoi que fait un artiste contemporain. Et donc, les bijoux de Marie Chagnon se distinguent et pour cette raison-là, ils décident de les vendre. Mais au Japon, le tissu muséal, puis surtout les boutiques de musées, c'est pas la même chose. En tout cas, à date, on n'a eu aucun musée là-bas. OK. Et puis, la consommatrice là, de bijoux, moi, là, je suis très spontanée. J'imagine au Japon, quand on écrit toujours ses courriels en sandwich, on est plus réservé. Donc, comment on peut toucher le cœur d'un consommateur là-bas? Je dirais pas réservé. Non? Non, c'est particulier d'ailleurs. Quand notre distributeur est venu ici visiter Montréal, il m'a demandé pourquoi tout le monde est habillé en noir. C'était vraiment son impression. Et quand tu prends au Japon, il n'y a pas personne d'habillé en noir. J'exagère, c'est pas noir ou blanc, mais les gens sont très, très colorés dans leur habit. Puis là, on ne parle pas des manifestations plus. Il y a des gens qui se costument puis qui s'amusent avec ça. Donc, la scène de la mode est très, très dynamique là-bas. Les gens portent des couleurs et donc, un bijou à Marie Chagnon, les gens qui étaient là étaient superbes. Les clientes qui venaient, qui étaient contentes, avaient tous une histoire, une relation avec le bijou à Marie Chagnon. C'est un bijou qui touche donc, c'est paradoxal. Ils vont être très réservés. Oui, mais très coloré, très avancé en termes de mode. Enfin, ce qu'on a vu là-bas, là, c'était exceptionnel. Donc là, maintenant, vous avez une boutique, un pied à terre dans ce grand magasin-là. Comment ça se passe? Donc, ce que ça fait en termes commerciaux, c'est que maintenant, les autres grands magasins peuvent se dire, ah tiens, cette boutique-là est là, elle est permanente. Là, bien sûr, ils se posent toujours la question, est-ce qu'elle va durer? Encore une fois, la concurrence est vive, donc des produits de qualité, des marques aussi enfin, la concurrence est là. Donc, c'est avec le temps qu'on va voir si les ventes continuent, la boutique permanente reste là, et donc ce qu'on anticipe, c'est des ouvertures dans d'autres grands magasins. Tout est produit au Québec en ce moment. Mm-hmm. Donc, c'est de l'exportation à chaque fois. Donc, la boutique va commander un certain lot de bijoux, puis c'est comme ça que ça se passe, là, dans le fond. Là. Est-ce que vous avez des enjeux au niveau de la livraison? Est-ce qu'il y a eu des enjeux dernièrement avec les nouveaux événements puis le contexte mondial? Oui, on a eu des enjeux reliés aux variations de production. D'une part, à un moment donné, on a perdu toute l'équipe. À un moment donné, on était supposé fermer les opérations. Ensuite, on a eu le droit de réouvrir pour assurer le commerce en ligne. On est une entreprise manufacturière en tant que telle dans le grand secteur de la fabrication. Donc, quand on n'avait plus le droit de fabriquer parce qu'on n'avait plus le droit de travailler, ça, c'était un enjeu. Mais une fois tout ça, les développements les plus importants dernièrement, c'est l'accord transpacifique. Donc ça a permis au Canada et au Japon d'avoir un accord de libre-échange. Et pour cette raison-là, notre distributeur a pu payer les frais qu'il devait payer avant. Fait que ça a été intéressant, mais ça a été beaucoup de travail parce que cet accord-là n'est pas comme l'accord nord-américain de libre-échange. Il varie d'un pays à l'autre. Il faut que chaque pays, tu écris un formulaire, tu dis oui, tous mes produits sont fabriqués ici. Bien sûr, il y a des règles à respecter de fabrication locale. On les respecte parce que 95% de notre marchandise, on fait fondre l'étain ici. Donc, il n'y avait pas d'enjeu. Est-ce que c'est fabriqué ou non? Là, des fois, les gens se posent la question. Mais ensuite, que toute la documentation pour que ça passe, c'était pas facile pour notre distributeur. Sinon, on a la chance d'avoir un produit les bijoux, c'est pas lourd. Donc, on peut envoyer ça par avion. C'est assez simple, c'est des transporteurs normaux. Les questions douanières,
Au fil du temps, on s'est raffiné, mais oui, des fois, il y avait des colis qui étaient arrêtés. La première fois qu'on a envoyé une, une canne de sirop d'érable, ben là, ça leur a arrêté le colis parce qu'ils ont dit, hey, ça, c'est pas des bijoux. Là, il aurait fallu dire non, OK, bijoux, puis un item de cadeau, valeur zéro et aliments. Fait que là, elle allait avoir le code CIAN et ainsi de suite pour ça. Même chose quand on envoyait notre marketing. Habituellement, ça posait pas de problème, mais là, à un moment donné, quelqu'un a ouvert l'affaire Plon Navest à l'époque, il y a quelques années, un CD. Fait que là, un CD, c'est un autre CD avec toutes nos photos en haute résolution. Mais là, CD, c'est comme ça, c'est une autre catégorie. Puis tu n'avais pas écrit que envoyer un CD. Fait que là, ça bloquait aux douanes. Fait qu'ils sont très méticuleux et donc, il fallait respecter les règles puis être fallait pas se tromper, puis fallait pas dire ah tiens, on envoie un CD, c'est nos bijoux, on envoie tant de bijoux. Non, tu envoies tant de bijoux plus un CD. Puis on envoyait nos dépliants, même chose. Donc, la logistique, c'est un apprentissage. Ça vient avec des essais-erreurs. Ça a été un enjeu, je dirais, au début. Est-ce que la marque canadienne, parce que le fait que vous fabriquez au Québec, est-ce que ça a une valeur pour les Japonais? Les Japonais ont un intérêt particulier pour la culture italienne et française. Donc, mais ça va être la culture italienne et française, entre autres, exemple pour les restaurants, mais aussi le raffinement, la mode française. Donc, le nom Anne-Marie Chagnon est un nom qui a un côté chic. Maintenant, la réputation du Canada puis la réputation de Montréal comme ville de design, nous, on essaie d'en faire la promotion. C'est quelque chose qui chemine graduellement, mais disons que c'est pas comme si on faisait des manteaux d'hiver, où là, le Canada, avec la réputation de grand froid, donc expert en manteaux d'hiver, serait plus importante. Là, c'est plus le côté Anne-Marie Chagnon, le nom qui sonne français, qui nous aide auprès de certaines clientèles. Je voyais que vous avez un compte Instagram uniquement pour le Japon. Est-ce que c'est bien exact? Oui. OK. Donc, est-ce qu'il y a une façon d'animer les médias sociaux pour la clientèle japonaise qui est différente de chez nous? Notre compte Instagram est japonais et géré par notre distributeur. Et donc, là, il a aussi créé un site web qui est géré par lui, qui est très proche du nôtre. Donc, en termes de réseaux sociaux, vraiment, on lui laisse carte blanche. Donc, c'est vraiment un mariage avec le distributeur qui s'est fait. Donc, est-ce que vous avez une entente? Donc, j'imagine qu'il faut avoir des liens de confiance assez serrés vous êtes comme deux entreprises qui travaillent dans un même objectif. Est-ce que vous faites un peu partie de la même famille maintenant? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui. Oui, tout à fait. Ça prend une bonne collaboration, ça prend une confiance et c'est presque, pour une entreprise de notre taille, c'est presque la seule façon de fonctionner. Quand on regarde l'histoire des grandes marques, où aujourd'hui on se dit, oh mon Dieu, on a des boutiques partout, ces marques-là, au départ, fonctionnaient avec des distributeurs et c'est les distributeurs qui s'occupaient, puis c'est graduellement, si une entreprise prend de l'importance, que là, tu es en mesure d'ouvrir toi-même ton commerce dans un autre marché aussi lointain, aussi différent. Sinon, on est obligé, dans notre cas, enfin, on a choisi pour la Russie et pour le Japon de faire affaire avec des distributeurs, puis c'est eux qui font ce travail-là de faire la commercialisation. Comment entretenir les liens quand on est si loin? Comment ça se passe? Ça se passe d'être à l'écoute en ce qui concerne le Japon, d'être capable de lire entre les lignes, de donner un service impeccable, puis d'y aller de temps en temps. Si on avait plus de temps, plus d'argent, on irait à chaque année, parce que c'est pas l'envie qui manque. Mais un voyage comme ça coûte assez cher, puis donc, c'est pas possible. Et ça, c'est un enjeu. Mais bien sûr, quand on lit des gens qui disent, parle d'exportation, ils disent, tu devrais toujours aller dans ton marché,
puis toujours y aller le plus souvent possible. Là, la situation change avec le COVID. On a la chance de se voir un peu plus. Avant, on invitait, exemple, nos représentants de l'extérieur du Québec une fois de temps en temps, une fois par 5 ans ici à Montréal. C'est sûr que c'était super intéressant d'être avec eux, mais en même temps, c'était quand même long de leur payer le voyage à tout le monde, puis, mais le faire juste une fois par 5 ans. Là, on a fait une première rencontre Zoom avec tout le monde. Là, tout le monde a pu voir la nouvelle collection. Et donc, ça, c'est ça. Donc, l'usage des nouvelles technologies est bien important. Je comprends. Donc, dans l'avenir, est-ce que ça va demeurer cet usage-là, les rencontres avec les vidéoconférences? Est-ce que c'est quelque chose qui va faciliter le travail? Oui. Oui. Ça, c'est là pour rester. Là. On a fait une première rencontre avec les reps. Les commentaires qu'on a eus, c'était incroyable. Là, on en fait une pour les détaillants. Donc, tous les détaillants vont avoir la chance de voir Anne-Marie parler de la nouvelle collection. J'ai fait ça pour ça, j'ai fait ça. Regardez ce bijou-là. Les détaillants vont pouvoir poser des questions. Donc, ils vont tous voir les questions des autres, qui sont souvent les mêmes. Ça va nous permettre ensuite enregistrer ça, bien sûr, rendre ça disponible. Donc, les détaillants vont être en mesure de faire écouter ça à leur personnel. C'est beaucoup plus efficace. Les salons, auparavant, je dis auparavant là, parce qu'on avait encore un salon à Toronto qui devait avoir lieu en ce moment, là, qui est annulé. Donc, les salons nous permettaient de rentrer en contact avec le propriétaire de la boutique, pas toujours Anne-Marie. Le propriétaire de la boutique devait faire le travail de communiquer l'information à son personnel. C'était un court laps de temps. Il ne pouvait pas nécessairement poser de questions. Il ne voyait pas les questions des autres. Il n'y avait pas un sentiment de communauté. Il ne voyait pas l'impact. Non, les nouvelles technologies vont changer beaucoup de choses. Enfin, ils nous aident beaucoup à date. Dernière question, parce que notre temps est bientôt écoulé. David, tu travailles avec ta sœur. Comment que c'est de travailler en famille? Bien sûr, avant de venir, j'avais une idée là, des valeurs qu'on partageait. C'est vraiment le fun. Moi, j'adore ça, travailler avec ma sœur. On a beaucoup de valeurs en commun. Ça vient de notre éducation, puis tout ça. Nos 2 parents viennent du milieu des affaires. Donc, on s'est fait inculquer toujours l'importance du client, l'importance du service. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de se dire, qu'on est capable de partager. La confiance aussi est au rendez-vous. Donc là, Anne-Marie vraiment s'occupe du design des bijoux. Elle peut se consacrer à ce qu'elle fait de mieux. Elle crée des tableaux. Là, on développe des nouveaux produits, des bougies. Anne-Marie a toujours aimé les odeurs. C'est incroyable ce qu'elle peut créer. Donc, puis moi, je m'occupe de la gestion, du développement des affaires. Ça fait vraiment un bon partage de tâches. Ça fait une belle synergie. Ce que je trouve merveilleux, c'est que vous avez 2 personnalités complémentaires. Et puis, le coup de dé de la vie a bien fait les choses, quand même. Parce que des fois, dans une famille, on n'est pas complémentaires comme ça. Donc, c'est vraiment génial. Je te remercie, David. C'était une super rencontre. C'est vraiment intéressant. Et puis, bon succès. Merci beaucoup, Catherine. C'est un plaisir. Cet épisode a été présenté grâce au soutien de Desjardins. Si vous voulez poursuivre la discussion d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'étranger, obtenez plus d'informations sur notre site web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au balado Les Exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!